En France, on a la chance d'avoir un système de santé qui est effectivement peu cher et accessible, mais qui se concentre essentiellement sur le curatif et très très peu sur le préventif. La vitamine D, aussi fou que ce soit, n'est pas remboursée. Bon, ça coûte 10 €. La plupart des maladies de la thyroïde commencent à faire vraiment surface, à se faire connaître. Donc effectivement, une forme de déception. Alors après, bien sûr, jette l'opprobre sur personne. Chacun fait avec ce qu'il peut dans le système. C'est pas malheureusement un sauna à l'année qui va nous aider à éliminer le mercure. Enfin, désolé, les sportifs similent mieux la vitamine D en plus. Enfin, il y a plein de trucs qui sortent qui sont très très intéressants. On est loin d'avoir tout compris. Mais c'est un fait. En fait, on se concentre plus sur les maladies. Et encore, on se concentre sur les maladies, mais surtout sur cacher des symptômes au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Là où moi, ma vision, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe vraiment au fond et de remonter à la source et de traiter le problème à la source. Déjà, ça passe par une vraie phase d'écoute parce qu'il y a les gens ce qu'ils ont l'impression d'avoir et en fait, quand on creuse en posant des questions, on se rend compte que des fois, ça va beaucoup plus loin. Bienvenue dans Corps et Conscience, le podcast des hommes qui veulent reprendre le contrôle de leur vie. Aujourd'hui, on reçoit Pauline Jumeau, qui est docteur en pharmacie, spécialiste en biohacking. Et aujourd'hui, on va discuter du coup de biohacking et du parcours de Pauline. Pauline, merci d'être parmi nous. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter un petit peu, nous raconter ton parcours et comment tu t'es lancée dans le biohacking ? Et déjà, merci à toi, Benjamin, de m'avoir invitée. Je suis très contente de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Alors moi, de base, j'ai une formation de pharmacienne, donc j'ai fait mon doctorat à Tours. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, la santé, puisque de base, en fait, c'est parti d'une vision un peu égoïste. Enfin, moi, on m'a déclaré, on m'a diagnostiqué une maladie d'Hashimoto quand j'avais 16 ans. Et je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a rien à faire, ça me va pas. Donc j'ai commencé à creuser, en fait, en parallèle de mes études. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de choses à faire, juste à la place d'être simplement résigné. On peut aller bosser sur la nutrition, sur la micronutrition, aller faire des analyses avancées. Et au fur et à mesure du temps, j'ai fait mes études, j'ai continué à me former. Et là, on est 15 ans plus tard. Et je ne fais plus que ça aujourd'hui. Et j'en ai fait ma vie, ma mission de vie. Et j'accompagne maintenant les gens qui veulent, soit qui ont des problématiques et qui veulent réussir à passer outre, ou bien les gens qui vont très bien, mais qui veulent aller atteindre vraiment des sommets au niveau santé-performance. Et donc, tu es passé de la pharmacie assez classique, traditionnelle, à de la spécialisation dans le biohacking et on va dire du haut niveau de performance de santé. Est-ce que tu dirais que tu as été déçu par les méthodes traditionnelles ? Ben, en France, on a la chance d'avoir un système de santé qui est effectivement peu cher et accessible, mais qui se concentre essentiellement sur le curatif et très très peu sur le préventif. Donc effectivement, une forme de déception. Alors après, bien sûr, jette l'opprobre sur personne, chacun fait avec ce qu'il peut dans le système. Mais c'est un fait, en fait, on se concentre plus sur les maladies. Et encore, on se concentre sur les maladies, mais surtout sur cacher des symptômes au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Là où moi, ma vision, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe vraiment au fond et de remonter à la source et de traiter le problème à la source pour que ça ne revienne plus ensuite. Passer de la médecine 2.0 à la médecine 3.0 pour reprendre la formule d'un célèbre auteur qui Exactement. a fait beaucoup de bruit récemment. Pour moi, c'est un petit peu un mélange de médecine chinoise qui s'intéresse aux personnes sur le long terme, mais dans la médecine chinoise, malheureusement, on a zéro science et il y a aussi beaucoup de problèmes et beaucoup d'erreurs, mélangé à de la science au maximum à son apogée pour avoir un croisement et pour avoir en fait le meilleur des deux, on va dire, et pouvoir aller aider les personnes sur le long terme. Donc aujourd'hui, toi, tu te focalises sur ça. Comment est-ce que ça se passe au quotidien et comment est-ce que tu aides des personnes à améliorer leur santé dans le temps ? Alors ça va être vraiment sur mesure et c'est bien, ça me permet de faire la transition avec ce que tu disais avant. J'essaye de faire le meilleur des deux mondes. J'ai une formation qui est extrêmement scientifique de base, mais j'essaye de garder l'esprit ouvert. En fait, c'est pas parce que tout n'a pas été prouvé par des études que c'est forcément faux. Il faut pas négliger l'expérience non plus. Voilà, j'essaye de combiner le meilleur des deux. Et ensuite, c'est vraiment, vraiment individualisé. Ça va dépendre de la problématique, ça va dépendre du mode de vie. Mais ce qui est sûr, c'est comptable sur tous les terrains, en fait. On va faire des check-ups sanguins vraiment approfondis, on va aller bien au-delà de ce qui est fait en routine avec des marqueurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On va vraiment au-delà du simple cholestérol, fonction rénale, voilà quoi. Donc on va vraiment creuser au niveau vitamines, minéraux, hormones. On va revoir la nutrition parce que l'idée n'est pas de dire oui,
le cétogène, c'est le meilleur, le vegan, c'est le meilleur. Non, en fait, ça va vraiment dépendre des besoins de chacun. Donc, s'intéresser aux personnes, comprendre ce qui est le mieux pour eux, mettre en place un plan d'action. Pareil, la supplémentation sur mesure en fonction des bilans sanguins. Moi, je vois beaucoup trop de gens aujourd'hui qui prennent n'importe quoi. On va se dire, parce qu'ils ont entendu leur influenceur préféré parler de ça, ou parce que voilà, il y a du marketing dans tous les sens. Donc non, il faut la supplémentation. Bon, petit message de prévention. La supplémentation, ça doit être vraiment individualisé, tant sur les doses que sur la forme des vitamines et minéraux. Voilà, plan vraiment sur mesure. Et même au niveau activité physique, tu vois, quelqu'un qui va avoir un vrai épuisement surrénalien, qui sort d'un burn-out, qui va aller préparer du marathon ou faire de l'endurance à l'extrême, c'est pas une bonne idée parce que ça va tirer sur les surrénales, cortisol, etc., ce qui risque d'aggraver le problème. Donc on peut aller vraiment dans ce niveau de précision, en fait, à adapter l'activité physique, la gestion du stress, du sommeil, l'alimentation, la supplémentation, en fonction des symptômes, des problématiques et des bilans, quoi. Super intéressant et hyper pertinent. Je partage aussi énormément ton point de vue et c'est aussi pour ça que je souhaitais t'avoir aujourd'hui pour pouvoir échanger à ce sujet. Maintenant, j'aime aussi échanger avec des personnes qui partagent des points de vue différents. Oui, Sur les parties compléments alimentaires, je te suis à 100%. Maintenant, dans ma vision, il y a aussi on va dire, des fondamentaux qu'on retrouve chez beaucoup de personnes, tout à comme fait. les oméga 3 ou la vitamine D en hiver, qu'on va avoir du mal à retrouver naturellement. Ensuite, sur la partie individualisation, moi aussi je le fais beaucoup avec mes coachés, mais je suis confronté à une difficulté. Alors toi, c'est ta spécialité. Et en fait, cette difficulté-là, c'est que j'invite souvent mes coachés à faire des prises de sang en leur donnant différents marqueurs à aller regarder. Et le dernier, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai Régis qui a fait une prise de sang. Et sa prise de sang, il s'est retrouvé à payer 400 euros. Et il l'avait un petit peu en travers de la gorge. Après, je l'avais prévenu, je l'avais dit que ça coûterait entre 300 et 500, ça dépend des laboratoires. Comment est-ce que toi, tu t'en sors et qu'est-ce que tu fais pour réussir à trouver un équilibre entre avoir tous les marqueurs importants et un prix qui est confortable, on va dire, pour tes clients? Alors, c'est un gros sujet. Déjà, il y a des marqueurs de prévention qui sont de base pas remboursés. Bon, la vitamine D, aussi fou que ce soit, n'est pas remboursée. Bon, ça coûte 10 euros, ça Oui. va. Il y en a quelques-uns comme ça, vitamine E, zinc, tout ça, ça coûte une dizaine d'euros, donc ça va. En fait, là, moi, je travaille avec un médecin, donc ça me permet aussi d'avoir la partie backup, que ce soit au niveau législation ou que ce soit au niveau diagnostic éventuel, parce que tu verrais le nombre de choses que je découvre. Par exemple, des thyroïdites d'Hashimoto, c'est des hypothyroïdies auto-immunes, j'en trouve peut-être une par semaine, tu vois. Donc ça me permet aussi de faire le lien, après le pont avec des spécialistes pour renvoyer si besoin. Donc il y a cette partie déjà, ce qui permet d'avoir une partie des analyses prises en charge. Et après, on s'en sort entre 50 et 150 quand il y a déjà une base de remboursement. Autrement, si on passe après par des laboratoires en Belgique, par exemple, là, on est aux alentours des 250-300 euros pour avoir déjà une bonne base. Mais parfois, rien qu'avec la clinique, on peut déjà se douter de certaines choses et ce qui permet de faire, on va dire, par étapes. Ok, super intéressant. Ouais, 150 euros, on va dire que ça va. Oui, Normalement, ça le fait pour un check-up annuel. On oui. peut se le permettre, ou au moins pour un check-up initial, après, pour prendre des décisions. Ok, très bien pour ça. Et toi, donc, tu t'es lancé dans tout ce parcours-là quand tu as eu cette maladie d'Hashimoto qui a, on va dire, 10-20 ans été complètement inconnue. Aujourd'hui, la plupart des maladies de la thyroïde commencent à faire vraiment surface, à se faire connaître. Les femmes, surtout en particulier, parce que les femmes sont beaucoup touchées, commencent à en prendre conscience et à s'y intéresser. Comment est-ce que toi, tu as réussi à t'en sortir et à changer ton équilibre hormonal, retrouver une bonne santé avec cette maladie-là? Ah bah ça a été un vrai parcours du combattant, hein, parce que là, pour le coup, tout ce qui est maladie auto-immune, patho-hormonale, on peut pas se dire je vais buter sur les compléments, la nutrition et ça va passer, parce que c'est un ensemble, là, pour le coup, corps, mindset, enfin, vraiment, c'est environnement. Il faut que les trois soient alignés, en fait. Donc ça passe par vraiment une alimentation qui va être le plus saine possible, pas transformée, moi, donc, sans gluten, voilà, bio, etc. Vraiment, truc de base. Des suppléments pertinents, un énorme travail sur la gestion du stress, parce que là, vraiment, c'est la base de la base. Et aussi un gros travail au niveau microbiote digestion, parce que toutes les maladies auto-immunes partent de là. Donc,
vraiment un truc 360, bah pareil, limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens, pollution. Et donc là, j'ai la chance au bout de 15 ans qu'elle soit vraiment sous contrôle, mais c'est au prix d'efforts au quotidien. Bon, moi, c'est devenu mon lifestyle, donc il n'y a pas de souci, mais oui, c'est un vrai travail. Est-ce que tu dirais, du coup, qu'on revient un petit peu toujours aux fondamentaux, qui sont d'avoir une alimentation naturelle, plutôt simple, sobre, de bien dormir, de faire du sport et bouger dans sa semaine, et d'avoir un environnement simple, naturel? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bah, c'est sûr que c'est pas la méthode révolutionnaire, mais en fait, on s'en est tellement éloigné ces dernières années que revenir aux bases, pour la plupart, on n'y est pas du tout, en fait, hein. Complètement. Quand je me suis lancé sur les réseaux, j'ai été choqué du nombre de bêtises qu'on pouvait voir. Et pourtant, je comprends ces bêtises. Parce qu'il faut se démarquer sur les réseaux, il faut faire des vues. Mais le truc, c'est que moi, je pouvais pas juste m'amuser à faire des vues en disant des choses que je pensais pas, parce que j'ai besoin d'être aligné dans ce que je fais. Et donc, j'ai toujours partagé des trucs hyper simples, hyper basiques. Mais c'est fou parce que c'est la base, c'est cette chose simple qu'en fait tout le monde connaît à peu près. Bon, évidemment, quand on se dit bah, je peux le faire, c'est facile, tout ça, on se rend compte rapidement qu'on est confronté à des croyances, à des choses qui finalement sont pas si simples que ça. Mais c'est vraiment cette approche-là simple qui permet aujourd'hui à la plupart des personnes de changer sur long terme, qui t'a permis d'évoluer, qui permet de se sentir bien dans son corps. Et c'est dommage, je trouve, de s'en être autant éloigné. Et en plus, on observe un effet paradoxal, c'est que les gens sautent des étapes. Pas plus tard qu'hier, je discutais encore avec des gens qui me parlaient de tests génétiques. C'est très bien, mais avez-vous déjà les bases, que ce soit en termes de nutrition? Est-ce que vous avez vérifié que vous n'avez pas de carence, pas de déséquilibre hormonal? C'est bien d'aller taper dans le génétique une fois que la base est bonne, mais faites les choses dans l'ordre, quoi. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec des fois des gens qui veulent aller plus vite que la lumière, qui papillonnent et tout, mais toujours déjà s'assurer de partir de la base, de construire quelque chose de simple pour avoir des bonnes fondations, et après construire et aller de plus en plus loin en termes de précision. Complètement, exactement. Et donc toi, aujourd'hui, pour commencer par la base, comment est-ce que tu fais et comment ça se déroule si là, demain, il y a Paul qui vient te voir parce que il dort mal, il se sent pas bien, il veut optimiser son travail, se sentir mieux dans son quotidien pour sa famille et pour son travail. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, ça passe par une vraie phase d'écoute, parce qu'il y a les gens ce qu'ils ont l'impression d'avoir, et en fait, quand on creuse en posant des questions, on se rend compte que des fois, ça va beaucoup plus loin. Et en général, au bout de simplement une demi-heure d'écoute, j'ai déjà 90% des marqueurs. Je sais ce que je vais trouver, en fait. Après, c'est pour quantifier que ça m'intéresse. Mais je sais déjà qu'il va y avoir un déséquilibre sur la thyroïde, la testo, qu'il y a potentiellement une carence ici ou là. Donc déjà, ça passe par de l'écoute. Ensuite, après, je recommande vraiment, vraiment des analyses, puisque c'est ce qui va permettre d'être précis. Tu vois, il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est que les gens qui sont stressés sont persuadés qu'ils ont un problème d'excès de cortisol. Mais trop peu de cortisol, ça donne exactement les mêmes symptômes qu'un excès de cortisol. Le cerveau qui n'arrête pas de tourner, le stress, l'anxiété, mauvais sommeil. Impossible de savoir si on est dans un cas ou dans l'autre sans avoir fait la prise de sang. Pourtant, la prise en charge n'est pas du tout la même quand on a un cortisol trop bas ou un cortisol trop haut. On peut pas juste se dire, allez, vas-y, je mets de la ashwagandha. Non, en fait, c'est pas toujours une bonne idée en plus. Donc, vraiment, il faut faire attention. Donc, j'ai mes hypothèses. Sur cette base-là, je recommande des analyses pertinentes. On travaille là-dessus, j'ai les résultats, on bosse, etc. Et ensuite, après, vraiment, on établit le plan d'action de manière la plus précise possible, en fonction du mode de vie des gens, selon qu'ils ont une famille, selon si c'est business de 6h à 23h, etc. Et on construit autour de ça, en fait, pour que ça devienne des routines, des habitudes, vraiment au service de leur performance, et pas l'inverse. J'ai l'impression que c'est bateau ce que je dis, mais parce que si on commence à se mettre des routines qui, au final, nous saoulent, nous prennent du temps, on va le faire 2 semaines, puis c'est fini, tu vois, tu sais très bien de quoi je parle. Voilà, donc du coup, l'idée, c'est vraiment de co-construire. Vaut mieux être à 80%, 75% du temps très bien et 25% flexible, plutôt que d'essayer de faire du 100% et au bout d'un mois se dire, allez, je lâche. Et en fait, c'est de rajouter encore plus de charge mentale et aggraver le problème de base, tu vois. Donc c'est vraiment ça, on va tout construire au niveau gestion du sommeil, gestion du stress, plan de micronutrition, matin, midi, avant les repas, pendant les repas, quelle dose, etc. La nutrition, pareil. Alors moi, je ne fais pas des menus, je ne suis pas diététicienne. Par contre, voilà, on reprend la base. En fonction des analyses, en fonction du mode de vie, qu'est-ce qui est pertinent de mettre à quel moment pour que en fait, les personnes que j'accompagne, peu importe qu'elles soient à l'hôtel, en séminaire, chez elles, etc., elles ouvrent leur frigo,
elles savent. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je peux construire quelque chose de pertinent. Le but, c'est vraiment de donner les clés aux gens, de transmettre. Et ça, c'est kiffant. Incroyable. Donc, ouais, tu repars évidemment de la base, c'est comprendre la personne. Et ça, dans tous les métiers, on va dire, si on ne comprend pas le problème, si on ne comprend pas les difficultés de la personne en face, on ne peut pas réellement l'aider. Donc, sur ça, c'est le premier point, évidemment. Et ensuite, tu vas faire des analyses que tu viens orienter par rapport à ce que tu as compris, mais des analyses qui peuvent contredire les hypothèses que tu as émises. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et c'est top de ne pas se limiter à ça. Parce que moi, justement, je suis un peu plus limité. C'est moins mon domaine. Je ne suis pas un spécialiste de l'analyse sanguine. Donc moi, je vais donner ce sur quoi je pense que c'est important. Je vais proposer à mes coachés de le faire parce que tous n'ont pas forcément envie. Parfois, ça les saoule un petit peu d'aller faire une prise de sang, même si niveau temps, ça prend, qu'on se le dise, ça prend 15 minutes maximum dans les laboratoires le matin à jeun. Bon, après, on se prend un petit déjeuner en sortant, ça va. Et derrière, je demande à la personne d'avoir un retour de son médecin parce que, n'étant pas médecin, j'ai pas le droit, moi, de faire une analyse. Maintenant, je vais voir ce que le médecin va recommander. Je vais faire des suggestions, on va dire, donner quelques petits conseils sans faire de la médecine, ce qui serait pas possible. Et donc toi, aujourd'hui, en tant que pharmacienne, t'as aussi un médecin qui vient dire il y a ça, 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 et toi, tu viens donner des conseils un petit peu comme moi, c'est ça ou comment est-ce que ça se passe? On travaille ensemble. Disons, moi, en fait, le problème que j'ai à l'heure actuelle, c'est que n'étant pas médecin et surtout n'exerçant pas dans un cabinet, parce que même un médecin ne peut pas donner des conseils sur Internet, c'est illégal aussi. Hein. Ah oui. En fait, c'est vraiment très, très encadré en France. Hein. Il faut vraiment être exercé dans un cabinet, etc. Voilà, il y a des réglementations très, très précises. Donc voilà, on échange ensemble. Bon, de toute façon, moi, c'est vraiment ma spécialité. Donc j'ai même formé plusieurs médecins, moi, à l'heure actuelle, à avancer sur les analyses, etc. Donc c'est vraiment plus un travail... on va dire pour s'apporter, que ce soit au niveau de législation, c'est un échange de bons procédés, dira-t-on. Et est-ce qu'en imaginant, peut-être qu'un jour ce sera dans tes projets, mais est-ce qu'en imaginant partir vivre à l'étranger, tu aurais la possibilité du coup de directement faire ça toi seul, avec des résidents français? Ou est-ce que ça resterait Non, il faut respecter la loi du pays dans Ok. lequel tu exerces, bien sûr, Ouais. surtout sur ce type de sujet. Ok, Bon, après, bon. moi, de toute façon, j'ai un très, très gros projet annexe et du coup, bientôt, je pense que je serai amenée à faire de moins en moins d'accompagnement et je garderai seulement quelques personnes comme ça, mais c'est amené à changer de modèle. Super. Et ben, on te souhaite que la réussite là-dessus. Donc, pour revenir à ton parcours, pour avoir un peu plus de compréhension de ce que tu as fait, donc médecine, tu as fait donc 6 ans avec la spé pharma, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Yes, je J'ai suis fait pas trompé. PACES, je l'ai fait 2 fois, Ok. j'ai retapé et puis en fait, après, c'est 6 ans. 6 ans, ok. Et derrière, comment est-ce que tu t'es formé à la partie analyse sanguine? Est-ce que tu l'as fait en autodidacte, en te tapant toutes les études possibles? Ouais. Est-ce que tu as trouvé des formations sur ça? Comment Il est-ce y que ça s'est a, passé? il y a de bonnes formations. Le DU, par exemple, je sais que ça intéresse souvent les gens, donc je vais les donner comme ça. Mais il y a le DU de Paris-Descartes qui est excellent. Enfin, je dois dire, ça s'appelle Paris-Saclay maintenant, mais il est vraiment très très bon, le DU de micronutrition. Bon, après, dans mon cas, moi, c'est vraiment 15 ans de recherche, de lecture, d'écoute, que ce soit des médecins en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, même des fois en Asie, de lire des livres, de lire des revues scientifiques, de lire des études. Et du coup, je m'en suis fini par m'en faire ma propre opinion. Donc, je prétends pas de tenir la vérité. Et d'ailleurs, disclaimer, mais il est possible que je dise quelque chose et que dans un an, vous m'écoutiez dans un podcast et je dise autre chose. Et je pense que c'est OK. Je pense même que c'est ça. la note de quelqu'un qui se remet en question et que c'est important. Et ouais, il faut qu'on banalise le fait qu'en santé, on a... Alors, il ne faut pas, évidemment, dire des dingueries et après, sans concession, mais par contre, c'est important d'accepter qu'on peut changer d'avis et que ce n'est pas une tare, au contraire, en fait. Donc voilà, restez le plus ouvert d'esprit et faites-vous votre propre opinion. Donc voilà, c'était l'instant... Super. Donc, tu t'es beaucoup formé, toi, en autodidacte. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer pour comprendre l'analyse sanguine, ce milieu-là? Et c'est quoi les défis auxquels est confronté, que ce soit un médecin, un pharmacien ou une personne qui s'intéresse à ce sujet-là pour avoir de bonnes informations? En fait, je dirais qu'on a un peu 2 mondes qui s'opposent. Donc, il y a la médecine traditionnelle de l'autre, la médecine fonctionnelle de l'autre, avec éventuellement des fois les autres pratiques, ça peut être les naturaux en France ou autres en Allemagne, par exemple. Et c'est vraiment 2 mondes qui vont venir se mettre en opposition, alors que
bah, je pense que c'est l'alliance des deux qui crée la perfection, puisque la médecine traditionnelle est très bonne en urgence, en curatif. La médecine fonctionnelle est très très bonne en préventif. Je pense qu'il faudrait allier les deux. Donc je sais qu'il y en a qui essayent. Hein, mais du coup, on a ces discours extrêmement polarisés en fait. Donc on va entendre un médecin orienté plutôt conventionnel nous dire oui, ça n'existe pas, ça c'est du charlatanisme. Et de l'autre côté, oh là là, les complotistes. Et donc du coup, ça crée vraiment des oppositions extrêmes. Donc voilà, il faut garder un peu son sang-froid, écouter tout le monde. Et après, voilà, avec l'expérience, moi j'ai la chance quand même d'avoir, ce que la fac m'a apporté, c'est la rigueur scientifique. J'ai un esprit critique, très pragmatique. Donc voilà, j'écoute tout. Il y a du bon et du mauvais partout. Je dirais que c'est un peu comme dans tous les domaines. Mais il faut pas se laisser influencer, en fait. Et c'est pas parce que moi j'ai des médecins que j'adore, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et c'est pas parce qu'ils disent quelque chose que c'est forcément parole d'évangile. Donc c'est ça qui est difficile, c'est de se faire sa propre idée. Alors de Surtout l'esprit critique. de l'esprit critique. Et je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir une espèce de formation de base quand même, pour comprendre les tenants et les aboutissants, notamment biochimie, biologie, très très important. Et toi, tu te situes où dans tout ça? Et est-ce que tu as déjà eu des personnes qui t'ont attaqué par rapport à ce que tu faisais? Comment est-ce que tu l'as vécu, si c'est le cas? Alors, pas directement attaqué, mais je sens des fois le regard critique. Euh, bon, moi maintenant ça me passe un peu au-dessus, puisque de toute façon, dès qu'on fait quelque chose qui sort un petit peu du système, c'est ce à quoi il faut s'attendre. J'accepte, ça fait partie du jeu. Moi, ce que je sais, c'est les gens que j'aide au quotidien qui me... Enfin, il n'y a rien de plus beau qu'en fait, quand on reçoit des messages de gens qui nous disent qu'ils ont changé leur vie, que ce soit parce qu'ils sont passés d'être fatigués à plus, ou alors qu'ils ont réussi à accomplir des choses dans leur business parce que je leur ai donné 30% d'énergie en plus, 50%. Voilà, moi, c'est ça qui me drive au quotidien. Je sais que c'est ma mission, je sais pourquoi je le fais. Donc, évidemment, il y a des critiques. Bon, après, quand on sait pourquoi on est drivé, ça passe au-dessus. Très bien. Donc toi, tu postes beaucoup sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a quelques haters quand même, contrairement à ce à quoi on peut s'attendre. Maintenant, c'est des haters qui écrivent plutôt bien, on va dire. Après, tu postes aussi un petit peu sur Instagram, mais moins. Et là, bon, le niveau du hater, ce n'est pas le même. Ouais, alors, bon, moi, maintenant, j'avoue que quand c'est trop virulent, moi, j'accepte la critique à partir du moment où elle est constructive et qu'on a quelque chose à apporter. Si c'est juste pour dire nul, moi, je bloque. Hein. C'est bon, il y a pas, enfin, c'est pas constructif, ça pourrit le débat. Donc, ouais, non, il y a des haters, bien sûr. Et oui, c'est étonnant parce que sur Instagram, on pourrait se dire ils se cachent derrière un pseudo, etc. À LinkedIn, non, on voit leur tête, leur job, mais voilà, incroyable. Je trouve ça vraiment drôle parce que oui, on se dit souvent que les haters sur Internet, bah, c'est parce qu'ils sont masqués. Oui. Et j'ai découvert sur LinkedIn, j'en ai eu quelques-uns. Moi, je me suis lancé sur LinkedIn tardivement, je me suis lancé en mars. Et ça fait longtemps que je suis sur les autres réseaux, donc j'étais habitué aux haters, mais pas aux haters qui sont à découvert, qui s'en fichent, qui balancent des dingueries. Bon, donc c'est assez drôle à découvrir. Maintenant, pour revenir sur la partie plus biohacking, santé, prise de sang, pour rentrer un peu plus dans le concret, toi aujourd'hui, quand tu accompagnes quelqu'un, donc tu nous as expliqué que tu allais partir de la personne pour lui donner les examens à faire. Sur une prise de sang classique en France, on va avoir le cholestérol ou quelques éléments comme ça. Le cholestérol, ça montre un jour, quand c'est trop tard, qu'il se passe quelque chose. Et il faut aller voir le cholestérol oxydé, de différentes mesures de ce type-là. Toi, en général, c'est quoi les mesures principales qui vont revenir? Sans rentrer trop dans tous les détails, hein, mais Ouais. les principales, en bref. Ok, très clair. Oui, en plus, le cholestérol, alors là, on pourrait en faire un podcast à part entière. Il y a tellement une mauvaise compréhension du cholestérol. Enfin, bon, bref, on en reparlera à l'occasion, mais... J'ai fait plusieurs posts sur les œufs Ouais, pour expliquer que oui, j'en mange 7 par jour et que dans mon cas, il n'y a pas eu d'impact, que c'est bon, que je le gère bien, mais que c'est pas forcément une bonne chose pour tout le monde, que les œufs, c'est un aliment excellent, mais que bon, récemment, là, depuis 2019, il y a une autre étude qui est sortie qui montre que chez pas mal de personnes, ça semble faire augmenter le cholestérol, donc il faut quand même tester, regarder, mais pas regarder que le cholestérol et qu'il faut avoir un regard un peu plus... ouvert et élevé sur le sujet. Exactement. Maintenant, je te laisse... Non, mais je suis entièrement d'accord. C'est beaucoup plus complexe que ça, donc, que ce que les gens peuvent s'imaginer. Donc, tu as totalement raison. Alors, je dirais que déjà, si on repart de la base, c'est vérifier les carences de base.
Parce que pour pouvoir fabriquer toutes ces hormones, ces neurotransmetteurs, on a besoin vraiment de vitamines et minéraux de base. Si on les a pas, ça sert à rien de commencer à aller trifouiller avec des adaptogènes ou je ne sais quoi. Donc vraiment reprendre la base, la biochimie de base. Donc vitamine D, hyper important, on est tous carencés. En plus, il y a cette fameuse histoire des normes des laboratoires. Ça, je pense que c'est très important d'en parler. Il faut bien comprendre quelque chose, à part certains marqueurs, les normes des laboratoires sont en fait des normes statistiques qui sont faites sur une population donnée. Donc, les gens viennent au laboratoire, il y a un groupe de gens qui est pris, on prend leurs mesures, on fait des écarts types avec, donc on enlève les valeurs extrêmes, puis on fait des moyennes avec ça. On comprend immédiatement qu'il y a plusieurs biais. L'âge et le sexe déjà, tout le monde est mélangé. Donc il y a des vieux de 90 ans avec des gamins de 10 ans, bref, hommes-femmes. L'activité sportive. L'activité sportive, pathologie ou non. Et donc il se passe un biais qui est plus important encore, c'est que si l'ensemble d'une population est carencée en quelque chose, les normes vont être indexées sur cette carence. Donc on va se retrouver dans les normes. Alors le plus incroyable, c'est, qui va parler à beaucoup de gens, c'est la ferritine, réserve de fer. Donc par définition, il y a des labos, la norme c'est entre 5 et 300. Ah oui, donc 5 c'est bon, 300 c'est bon. Non. Là, si on rentre un peu dans la technique, on se rend compte avec l'expérience, les études, etc., qu'on va plutôt en normes santé, donc les normes qui sont optimales, ça va être entre 75 et 150. Alors, quand je vais parler de normes santé ici, qu'on se le dise, j'ai pas la science infuse là-dessus, il y a une espèce de variabilité quand même. On les a tous plus ou moins nos normes santé, mais elles tournent autour des mêmes chiffres. Il y en a qui vont dire c'est 75-100, des fois qui vont dire 100-150. Bon, moi, 75-150 pour la ferritine. Trop bas, il y a une carence évidente en fer. Trop haut, c'est signe d'inflammation. Voilà. Pourtant, quand on va au labo, ah oui, une ferritine à 5, c'est OK, il n'y a pas de problème. Ah non, ça va pas. Donc voilà, petite parenthèse sur l'histoire des normes laboratoires. Donc, c'est pas parce que vous êtes parfaitement dans les normes de labo, mais que vous vous sentez pas bien et qu'on vous dit non, il n'y a rien sur la prise de sang, si vous saviez le nombre de fois où j'ai récupéré des bilans, tout était dans les normes, mais il n'y a rien qui allait, en fait. Si tu regardes bien, tout était hors normes santé. Et donc, en fait, on a les réponses parfois des années avant sous les yeux, mais juste qui passent sous les radars parce que dans les normes. Donc bon. Alors, pour revenir à ta question initiale, donc vitamine D. Hyper important d'avoir un bon statut en vitamine D et on ne se contente pas d'être à 30 nanogrammes par décilitre, il faut vraiment aller viser plutôt les 60, voire 80. Et quand on est en cas de maladie auto-immune ou pathologie inflammatoire, on peut même aller encore bien au-delà. Donc, vitamine D, hyper important. On est tous carencés parce qu'il faudrait passer 30 minutes au soleil chaque jour, bras et jambes découverts. Et encore ne pas habiter dans les villes comme Paris, etc., où la pollution va bloquer les UVB. Et du coup, on ne peut plus synthétiser de vitamine D. Donc, vraiment hyper important. Vitamine D. Alors, si je peux me permettre, moi je suis pas carencé parce que j'ai un petit tips pour ça, c'est être chauve. On prend mieux le soleil. Après, j'habite dans le sud, je viens de Marseille et j'habite actuellement à Nîmes. Ouais. Et moi je prends le soleil tous les jours un petit peu, je me mets à la fenêtre, dès que possible. Après, quand il fait pas beau, bon. Mais on va dire que pas beau dans le sud, c'est 30 jours par an. Oui. Voilà. Donc à tous les Parisiens, si vous voulez arrêter avec vos carences en vitamine D, rejoignez-moi. C'est vrai. En plus, toi, t'es sportif. Et alors, ça, nouvelles études qui sont sorties, les sportifs assimilent mieux la vitamine D en plus. Enfin, il y a plein de trucs qui sortent qui sont très, très intéressants. On est loin d'avoir tout compris. Hein. Donc, vous voyez encore l'importance d'une bonne activité physique au final. Donc, je dirais vitamine D. J'aime bien faire le zinc aussi. Mais alors, ça va être l'un des seuls minéraux que je dose. Parce qu'il faut faire vraiment attention. On peut se dire, allez, on dose tout, sélénium, magnésium, etc. Mais quand on est un petit peu technique, en fait, ça sert à rien. Parce que là, ce qu'on dose, c'est dans le sang. Or, il y a plein de vitamines et minéraux, leur stock n'est pas dans le sang. Je pense par exemple à la vitamine A, je pense au sélénium, je pense au magnésium, pour ne citer que. Il y en a d'autres. Hein. Donc, quand on dose le magnésium en sanguin, c'est simplement la concentration du magnésium qui tourne dans le sang. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est la concentration du magnésium, notamment en intracellulaire, au niveau musculaire, au niveau cellules nerveuses. On est incapable à l'heure actuelle de le faire. On peut faire de biopsie pour ça. Ouais, mais attends, t'imagines le niveau d'invasion c'est un peu chiant, mais... Voilà, c'est ça n'en vaut pas la peine, sachant qu'on sait qu'on est tous... et là, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude très sérieuse qui avait été faite en 2013. C'est 75% des adultes en France qui sont carencés en magnésium. Donc voilà, est-ce que ça vaut la peine d'aller payer un truc super cher et de se faire mal ? Non.
Et pour les femmes, j'ai tendance à recommander, moi, iode, sélénium. Donc ça, tu le déconseilles. Alors, sélénium, pour la même raison que le magnésium, en fait, il n'est pas dans le sang. Enfin, vous allez avoir une concentration variable dans le sang, mais en fait, le corps, sachez que le corps va essayer que le sang ait toujours la même concentration. Toujours la même quantité de magnésium, toujours la même quantité de sel, etc. Il va tout le temps chercher à revenir à l'équilibre. Donc, même si les stocks dans les cellules sont vides en magnésium, il va tout le temps faire en sorte qu'au moins il y ait le minimum dans le sang. Donc, la carence en magnésium dans le sang est excessivement rare, hors cas d'insuffisance rénale, où là, les reins n'arriveraient pas à gérer le magnésium. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais on peut faire le magnésium intra-érythrocytaire. L'érythrocyte, pour les moldus, c'est les globules rouges. C'est une cellule qui est très particulière, qui n'a même pas de noyau, enfin, de structure, elle est extrêmement différente d'une cellule nerveuse ou musculaire, et pour moi, on ne peut pas extrapoler ce qu'on trouve dans un globule rouge avec ce qu'on trouve dans une cellule nerveuse ou musculaire, sachant qu'en plus, tout le monde est carencé en magnésium, vaut mieux en prendre, c'est tout, quoi. Donc, sélénium, même problème. Donc, je fais plus le sélénium, je l'ai fait à une époque, et j'ai appris ça depuis, donc je ne fais plus le sélénium. L'iode, si, intéressant. Par contre, en urinaire. En urinaire, urine des 24 heures, c'est le mieux. Cela dit, l'iode varie énormément en fonction de ce qu'on a mangé la veille. Donc si par exemple, si tu as mangé des algues... ouais. Ça va pas le faire. Bah oui, d'un seul coup, on va se dire « Oh là là, je suis surdosé en iode », alors qu'en fait, tout le monde est carencé. Oui, donc il faut avoir son alimentation normale, pas de variation et aller faire... Exact. Et puis en pratique, en fait, alors là, pour le coup, moi, l'iode, je fais même plus parce qu'il suffit d'écouter ce que les gens mangent et s'ils mangent pas d'algues, s'ils mangent pas de poissons, s'ils mangent pas de fruits de mer, ils sont carencés en iode. C'est tout, hein. C'est simple, c'est pas avec l'iode qu'ils ont mis dans le sel, là, avec l'animal marin, là, que ça va remonter les réserves. Donc, le sel iodé ne suffit pas à... Ah non. Okay. Ah non. Les apports santé, hein, en France, on estime que ce serait aux alentours de, alors accrochez-vous, 250-300 microgrammes, pour être bien. Sachez que les Japonais mangent 300 milligrammes d'iode par jour. Ils n'ont pas de problème de thyroïde, les Japonais. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Mais on a créé une espèce de psychose en France autour de l'iode qui n'est pas justifiée à cause de cette histoire de « ouais, l'iode, l'effet Voltchenkov » qui en fait est complètement foireux. Hein. Ça n'existe pas, ça. Hein. C'est un peu comme l'histoire des traitements substitutifs de la ménopause qui donneraient le cancer. C'est faux. Hein. Y a beaucoup de choses comme ça. C'est venu, puis c'est resté, quoi. L'effet Voltchenkov, donc, ce qui veut dire un gros apport d'iode bloque la thyroïde, n'existe pas. Et en France, on a tous peur de l'iode pour cette raison. Mais on est tous carencés. La consommation moyenne, ça doit être de l'ordre de 70 microgrammes par jour. Là, on devrait être à 300. Et puis, quand on voit les Japonais, ça va. Hein, ils ont un facteur 10 quand même. Donc, non, n'ayez pas peur de l'iode. Au contraire, et donc, très tu important. recommandes à toute personne en fait, d'aller consommer algues, huîtres, crustacés, fruits de mer de manière régulière. Ouais. Et poissons, est-ce qu'il y a certains poissons qui ont des doses significatives d'iode ou... Alors, les poissons, c'est très compliqué comme sujet parce qu'il y a quand même cette histoire de contamination métaux lourds. Oui, je recommande les petits poissons gras. Tout à fait, on est bien d'accord. Voilà. Et après, à la limite, poissons blancs, dorades, voilà, mais plutôt petits, on va dire. Oui. Le saumon, le thon... une fois tous les 3 mois, on va dire. Ouais. Moi, j'en suis arrivée à un point où le thon, je le déconseille carrément. Parce que trop contaminé, etc. Enfin, là, on l'a bien vu récemment avec l'histoire des boîtes, là, elles étaient toutes hors cote. Bon, ça devient un peu délicat. En fait, ce que les gens ne comprennent pas souvent avec le thon, c'est que c'est pas une histoire de « ah, j'en mange une fois par mois, ça va ». C'est qu'on accumule toute sa vie. On accumule toute sa vie des métaux lourds qu'on récupère du poisson dans ses eaux et voilà, c'est catastrophique. Exactement. En fait, c'est ça. C'est un effet cumulatif et on se détoxe très très mal. Et c'est pas malheureusement un sauna l'année qui va nous aider à éliminer le mercure. Hein. Enfin, désolé, hein, mais les protocoles de chélation sont interdits en France. Quand on voit ce qu'ils font en Allemagne, c'est pas la petite course à pied un peu sportive et le petit sauna derrière qui, ouais, c'est bon, j'ai éliminé l'aluminium. Non. C'est un peu plus chaud. Et donc, pour revenir à la prise de sang, donc la vitamine D, oui. On valide. Le magnésium, inutile. Oui. Iode, sélénium, inutile. L'iode, on mange plus de poissons, enfin plus de fruits de mer de manière globale et des algues. Et ensuite, qu'est-ce que oméga 3 ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, les acides gras érythrocytaires pour les oméga 3, donc c'est exactement la même remarque que pour l'iode. Ça marche, on peut le faire. Mais par contre, on peut exact. C'est quand même assez cher. Donc, en fait, en estimant la consommation d'oméga 3 déjà de base, on peut quand même avoir des informations
importante. Il y a un gros business avec les tests sur les oméga 3 en ce moment là. Ouh là là, attention avec ça. Ok, donc pas utile, juste prendre des compléments tous les jours ou manger sa boîte de sardines. Ouais, alors c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure avec les tests génétiques. On peut le faire après pour essayer d'estimer son rapport oméga 6, oméga 3, etc. Mais je pense que c'est dans un second temps. Déjà, s'assurer au moins d'avoir assez d'oméga 3 quand c'est rentré dans la pratique. Après, aller vérifier qu'on n'en a ni trop, ni pas de déséquilibre oméga 3, oméga 6, ça peut être intéressant, tu vois. C'est ma façon de voir. Donc, au niveau vitamines et minéraux, c'est bien. Alors, alors, à minima B9, B12 qui est remboursé en France, mais le mieux, c'est quand même de faire l'homocystéine. Okay. Qui reflète vraiment est-ce que le corps assimile réellement bien la B9, B12 avec la méthylation. C'est un petit peu complexe, mais c'est un marqueur qui est tellement sous-coté, l'homocystéine, et qui permet de prédire 10, 15, 20 ans à l'avance s'il va y avoir des AVC, des maladies neurodégénératives. Enfin, c'est tellement important. Je l'adore, celui-ci, donc quand je peux, je le mets. Qu'est-ce que j'aime bien faire d'autre ? Ah oui, l'indice OMA. Ça te parle, ça pour je pense que j'ai lu plusieurs de tes posts où tu en parlais. Ouais. Oui, mais je ne l'ai plus en tête, celui-là. En fait, quand je lis un truc 2-3 fois, que je n'ai pas l'habitude d'en parler, ça met un peu de temps à rentrer. Donc là, je vais t'écouter, ça rentrera beaucoup mieux. Ouais, avec plaisir. En fait, pour le diabète, ou surveiller la glycémie, on fait la glycémie à jeun. C'est pareil, quand la glycémie à jeun n'est pas bonne, c'est trop tard. Il y a des marqueurs qui permettent d'être extrêmement précis en amont. Et dont l'indice OMA, qui va se servir de l'insulinémie, donc le taux d'insuline dans le sang, et la glycémie à jeun. Parce que si vous saviez le nombre de personnes qui ont une glycémie qui est parfaitement dans les normes, sachant, alors là encore, norme santé de la glycémie, on est plutôt aux alentours de 0,85 g par litre, et non pas 1,10, là c'est beaucoup trop. Sachez que dans les années 70-80, la norme c'était max 0,80. On est rendu à 1,10, mais vous voyez, parce que toute la population est prédiabétique, donc on va aller où comme ça, tu vois ? Attention. Donc, on peut tout à fait avoir une glycémie normale et pour autant être en état de prédiabète. Ça, je le vois, mais tout le temps. Et on n'est pas obligé d'être en surpoids pour faire du prédiabète ou de la résistance à l'insuline. Ça peut être dû au stress chronique, ça peut être dû à des déséquilibres au niveau surrénal, pré-post-burnout. C'est très souvent qu'on a des résistances à l'insuline qui se mettent. Donc, l'indice OMA va permettre de voir ça. Est-ce que l'insuline est trop élevée ? Et si oui, après, en fait, de pouvoir agir en amont pour éviter les conséquences dramatiques. Il ne faut pas diaboliser l'insuline, elle est hyper importante. Mais en excès, c'est extrêmement pro-inflammatoire, ça accumule le stockage de graisse, ça peut faire même perdre les cheveux dans certains cas. Donc OMA, norme santé en dessous de 1,6 et non pas en dessous de 2,6 comme on voit dans les labos. Il faut être en dessous de 1,6 pour être bien. Voilà. Et ça, je le fais tout le temps aussi. En plus, il coûte pas cher celui-là. Donc vraiment, c'est très bien. Pour estimer un peu le métabolisme glucidique, c'est top. La thyroïde. La base de la base. Je le répète tout le temps. Ça, tu l'as fait chez tout le monde ou... Ah oui, tout le monde. Okay. Ah oui, la thyroïde, oui. Moi, je le fais vraiment chez les personnes qui m'expliquent qu'elles bloquent. Quand j'ai l'impression que, en fait, ils ont mis en place pas mal de choses bien, mais qui bloquent quand même. Là, je fais thyroïde à fond. Et chez les femmes, on va dire que 80% des femmes que j'accompagne ont fait la thyroïde. Mais chez les hommes, c'est plus rare que je le recommande. C'est vrai qu'au début, alors moi, la thyroïde pour moi, bon après on a tous un petit peu nos organes préférés, notre truc dans le milieu, voilà. Bon, après tu viens de... Il y a une histoire perso. Avec ton histoire. Donc... C'est ça. Bon après, je pense en toute honnêteté que les plus grands praticiens en fonctionnel mettent la thyroïde au cœur de leur pratique puisqu'il n'y a rien qui peut marcher sans elle. Donc c'est vraiment un élément central. Donc je le vérifie en fait de base, de facto. Okay. Par contre, il y a des niveaux de précision. Je fais toujours TSH, T3, T4. Là aussi, faites bien TSH, T3, T4. La TSH ne suffit pas. J'ai plusieurs fois eu... Moi, je demande T3, T4. Et j'ai eu plusieurs fois des médecins qui disaient « Mais non, pas besoin. » Et bon, c'est gênant. C'est très gênant. Puis en plus, on va pas dans le bon sens là-dessus. Bon, on va me sauter dessus, c'est pas grave. En gros, les recommandations de la Haute Autorité de Santé ont récemment changé depuis 1 an ou 2, où maintenant, les laboratoires n'ont en fait même plus le droit de faire T3, T4 si la TSH est normale. Mais encore une fois, en France, la TSH, c'est de 0,3 à 6 des fois, enfin entre 4 et 7 des fois. Mais dans plein de pays d'Europe, je pense même notamment par exemple en Ukraine, quand on dépasse une TSH supérieure à 2, on est en hypothyroïdie et considéré comme tel. Donc là, si en plus il faut attendre d'avoir la TSH qui sera 7 pour avoir la T4, puis ensuite si la T4 est pas normale, encore une fois dans des normes pas possibles, on fait T3, bon,
Moi, je dis, payez votre T4, votre T3, c'est trop important. C'est exactement comme l'histoire du prédiabète que je viens de dire. On peut avoir une TSH parfaitement normale et une T3, T4 complètement éclatée. En fait, ce qui est catastrophique là-dedans, c'est qu'on se retrouve à mépriser certaines analyses, les négliger complètement et à réagir trop tard. Et ces décisions-là politiques qui sont prises, personnellement, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas si à leur place je ferais mieux, voilà, pas du tout ça. Mais là, factuellement, c'est des décisions qui vont coûter plus cher à l'État parce que du coup, on se retrouve avec des maladies qui vont s'installer, se développer et qui derrière coûteront beaucoup plus cher au système de santé qui est déjà bien bancal aujourd'hui en France. Donc, heureusement que tu es là pour rappeler ce qu'il faut faire et comment prendre soin de sa santé. Il y a un truc qui est triste, c'est qu'en France, on est extrêmement mauvais pour la prise en charge de la thyroïde. Parce qu'on sait faire une chose, c'est TSH, mettre du lévothyrox. Et on ne sait rien faire d'autre. Comme s'il y avait que ce traitement. Alors que c'est loin de suffire. Bon, là, c'est pareil. C'est comme le cholestérol. On pourrait faire un podcast thyroïde. Je vous invite vraiment, si vous avez des symptômes d'hypothyroïdie, à vous former sur le sujet, à creuser, à écouter des gens qui connaissent ce sujet. Parce que souvent, ça part de là quand même. Et donc, vraiment, TSH, T3, T4, que j'adore faire. Très, très, très important. Et chez les femmes, systématiquement, les anticorps. Anticorps anti-thyroperoxydase, anti-thyroglobuline pour dépister des Hashimoto parce que je vous dis, j'en trouve toutes les semaines. Donc c'est vraiment... et parce qu'on fait juste la TSH. Donc, et les gens disent, mais non, mais je comprends pas, pourtant je suis fatiguée, je perds mes cheveux, j'ai la peau sèche, j'ai mal au ventre et tout, tous les symptômes, quoi. Faut vraiment, vraiment creuser. Donc ouais, ça fait partie de mes essentiels. Super. Et après, le cortisol, tu le fais souvent ou... Ouais, alors... Le cortisol, ce qui est délicat, c'est que le cortisol sanguin n'est pas très fiable. Je le fais quand c'est des fois plus pratique et dans un contexte précis où je sais que je vais pouvoir l'interpréter. Mais le mieux du mieux, c'est de pouvoir faire le salivaire en plusieurs points sur la journée. Donc au réveil, 30 minutes plus tard. Après, ça peut être à midi, à 18h, à 22h par exemple. Ce qui nous permet d'avoir une cinétique. Parce qu'il y a des personnes pour qui le cortisol va être bas toute la journée, des cortisol haut toute la journée. Donc nous, ce qu'on veut, c'est savoir le pic matinal. Le pic, enfin les différents pics sur la journée, voir comment ça se passe, si on a bien le pic matinal, si ça diminue sur le soir. C'est ça, parce qu'il y a des gens, ils sont bas le matin, puis très haut le soir, ils ont ce qu'on appelle des courbes inversées. Et donc, c'est important d'avoir cette... Mais ça, il y a très peu de labos en France qui le font, le salivaire. Donc, c'est compliqué, il faut passer par la Belgique, enfin bon... Voilà. Et donc, comment on fait c'est la Belgique qui envoie au domicile de la personne le kit, la personne fait son test, renvoie... Exact. Et ça coûte combien, ça ? Le cortisol salivaire, dans le labo auquel je pense, c'est du 70 € pour avoir en 5 points sur la journée. Et après, il y a les frais de port à 25. Ouais, mais bon, en général, 100 €, mais en général, on en profite pour mettre des marqueurs comme homocystéine qui ne sont pas remboursés en France, qui coûtent des fois 70 € en France. C'est 20 € en Belgique. Voilà, donc on en profite pour mutualiser comme ça quand on passe par la Belgique. Super. Donc très important. Et j'adore aussi le DHEA, sulfate de DHEA, qui est un autre marqueur surrénalien, qui est pas loin du cortisol, qui est précurseur notamment des oestrogènes et de la testostérone. Donc j'aime beaucoup ce marqueur. Voilà, on va dire que c'est mes basiques. C'est ceux que tu mets principalement. Oui. Super. Bon, moi, à titre personnel, quand je fais des analyses sanguines, je fais des trucs un peu différents parce que je vais aller regarder testostérone, hormone de croissance, enfin des trucs pour le sport, quoi, que je ne recommande pas forcément à mes coachés parce qu'on n'est pas du tout dans la même approche. Moi, aujourd'hui, je le fais moins, mais avant, j'étais vraiment dans une approche de sport de haut niveau, compétition. Donc, forcément, j'ai besoin de regarder d'autres paramètres que simplement au niveau santé. En tout cas, merci de nous avoir partagé ces différents marqueurs-là que tu fais en général. Est-ce qu'après, il y a des marqueurs que tu vas aller regarder vraiment, genre ça t'est arrivé peut-être une fois avec une personne ou de manière extrêmement rare, tellement c'est précis? Il m'est déjà arrivé de faire le rapport tryptophane sur kynurénine, mais c'est vraiment un truc très technique et c'est pas fréquent. Non, en vrai, je dirais que j'ai plutôt deux catégories. J'ai les gens pour qui je vais faire les bilans de base dont on a parlé, et après ceux qui ont soit le gros budget, soit des problématiques très particulières et qui veulent aller creuser, où là, on va aller faire les fameux LDL oxydés, donc le vrai mauvais cholestérol, celui qui va... Et encore, le pauvre, on lui remet tout sur le dos, mais c'est plutôt la victime, le cholestérol, et pas le coupable, mais bon, bref. Donc oui, le LDL oxydé, j'aime bien faire ça. Il y en a plein d'autres qu'on peut faire. La CRP ultrasensible, la ferritine, les taux de fer. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas faire que la ferritine, il faudrait aussi faire coefficient de saturation. Moi, c'est plus souvent ceux-là que je fais faire. Oui.
pour regarder en fait le niveau d'inflammation Bien sûr, de la très personne important. Ouais, et ouais. son risque de maladie cardiovasculaire, savoir comment réagir le mieux possible. Parce qu'en fait, moi, la personne type que je vais accompagner, c'est un mec de 50 ans qui est stressé, qui bosse 60 heures par semaine et qui a peut-être 15 kilos à perdre. Et donc forcément, je vais aller sur cela pour pouvoir lui conseiller, lui recommander des actions et lui permettre de perdre du poids tout en améliorant son futur et éviter qu'il développe des maladies par rapport à ça. Ouais, bah, hyper important. Bah non, mais bien sûr, de toute façon, arriver dans ces âges-là et vu ces types de pratiques, la testo, là, c'est pareil, un indispensable, testostérone totale, libre, et SHBG quand c'est possible. Mais ouais, vraiment hyper important. Super, très clair sur ça. Maintenant, pour changer de sujet, parce que je pense qu'on a pas mal parlé du côté prise de sang, pour aller sur la micronutrition, Ouais. qu'est-ce que tu vas recommander? Comment est-ce que ça se passe? Donc, la micronutrition, c'est l'étape 3, quoi. Ça, on a d'abord, du coup, le bilan où tu parles avec la personne. Ouais. L'étape 2, prise de sang, on vient checker les marqueurs sanguins, comment est la personne, ce qu'il y a physiologiquement. Et étape 3, bah, on vient corriger tout ce qu'on a. Donc, dans la micronutrition, on a toute la partie complément alimentaire, mais aussi tout ce qu'on va pouvoir manger en fait dans la journée pour venir rééquilibrer les différents taux. Donc comment est-ce que tu fonctionnes? Qu'est-ce que tu as l'habitude de recommander et quelle est ton approche? Alors du coup, déjà, on se base sur les symptômes et on croise avec la biologie. Et ensuite, après, on voit ce qu'on peut faire avec complément, ce qu'on peut faire sans. Par exemple, le sélénium, c'est très facile de l'avoir avec l'alimentation. Je conseille à tout le monde de manger 2-3 noix du Brésil par jour. Ça permet d'avoir ses apports à 100%. Pas la peine de supplémenter en sélénium, c'est très facile. Pour le zinc, il y a pareil plein d'aliments qui sont très riches en zinc. Je pense à la viande rouge, à la cuisse de poulet, pas le blanc, hein, la cuisse. Les abats, les fruits de mer, les petits poissons, les huîtres. Ben, il y a des gens qui adorent ça, donc mangez un aliment riche en zinc tous les jours et vous n'aurez pas besoin de suppléments a priori. Voilà, donc j'essaye toujours de tout ce qu'on peut le faire passer par l'alimentation pour que ce soit vraiment dans un continuum global. Et après, pour les gens qui ont des difficultés alimentaires ou bien des trop grosses carences, là, on va d'abord recharger avec les compléments alimentaires spécifiques et ensuite, après, peaufiner avec l'alimentation. Le but n'étant pas de prendre 50 pilules par jour tous les jours, bien que moi, c'est un peu ce que je fais, mais parce que voilà, j'aime tester. Puis moi, je suis dans une optique d'hyper-optimisation, puis j'adore ça, donc voilà. Mais c'est ça, en fait. D'abord, commencer à combler les carences, et puis après, on peut être un peu plus technique. Si, par exemple, on voit qu'il y a des déséquilibres hormonaux, etc., là, on peut se permettre d'aller jouer avec certaines plantes, certaines molécules pour remonter. Mais après, là, ça demande un peu de technique, quoi. Carrément. Moi aussi, je suis de la team complément alimentaire avec pas mal. Bon, après, je me limite un petit peu, mais j'en ai, je pense, 8 ou 9 quotidiens. Ouais. Et il y en a un, pour le coup, que je recommande à tout le monde, c'est la créatine. La créatine, avant, je le recommandais qu'à mes coachés plutôt jeunes qui avaient un objectif sportif, on va dire. Et maintenant, je le recommande encore plus à des personnes de 50 ans parce que j'ai compris à quel point, en fait, ça permettait de mieux vieillir, d'être en meilleure santé, de mieux fonctionner. Et là, encore récemment, j'ai vu passer une étude sur les liens entre la prise de créatine et le risque de maladie d'Alzheimer qui pouvait diminuer suite à ça. Alors, j'ai pas été creusé sur l'étude, voir si elle était carrée et tout, mais en tout cas, j'ai vu qu'elle avait été relayée par des personnes, on va dire, qui regardent. Donc, je pense que effectivement, il y aurait un vrai intérêt à la prise de créatine. Mais donc, toi, ton approche, elle est plutôt côté alimentation. Moi, c'est vrai que j'ai une approche plutôt complément, parce que je trouve ça plus simple, on va dire. Ouf, je fais les deux, hein. Vraiment, c'est parce que, en fait, alors là, j'avoue que c'était un peu politique, mais sinon, il faut voir, les gens, ils te sautent dessus. Ouais, les compléments, ça doit venir complémenter et pas être... Ça dépend des profils. Moi, j'ai des gens qui arrivent tout de suite en me disant, je veux pas trop de pilules, ça me donne l'impression d'être vieille ou vieux. Ou d'autres qui me disent, oui, c'est clair au que contraire, si la personne ne veut pas, bon. C'est ça. Et d'autres qui me disent au contraire, ah non, moi, je veux tous les compléments parce que j'ai pas envie de penser à ma nourriture. Voilà. Ouais. Donc il y a vraiment des teams et en fonction. Oui. Moi, c'est vrai que la plupart veulent pas se prendre la tête, donc on va sur des compléments, c'est plus simple. Tout à fait. Et après, j'ai des personnes qui veulent pas, donc je leur dis bon là, il faudrait ça. Et là, sur ça, malheureusement, on pourra rien y faire. Ça en complément, on n'aura pas. C'est ça. Et après, sur la plupart des personnes, en fait, par exemple, le zinc. Moi, je vais pas m'embêter à dire bon là, tu vas en avoir avec ça. Et après, il y a certains compléments, par exemple le magnésium. Le magnésium, c'est un où j'ai du mal à dire oui, mange des épinards, des amandes et tout. Tu vas en avoir assez parce que il y a différentes voies d'assimilation du magnésium, différents types de magnésium. Et en fait, hormis avec un complément, on n'est jamais certain qu'on a vraiment ce qu'il nous faut. Alors là, à 10 000%, partez du principe vous manquez de magnésium. C'est pas possible en fait, parce que
déjà de base, les aliments maintenant sont très appauvris. Donc, quand bien même on serait vraiment un aficionado, on mange tous les aliments riches en magnésium, ça sous-entendrait qu'on arrive à un niveau, on va dire, normal. Sauf que si vous stressez, vous perdez plus de magnésium. Si vous êtes stressé et qu'en plus vous faites du sport, vous perdez encore plus de magnésium. Laissez tomber, là, c'est impossible. C'est très rare, en fait, dans ces conditions réunies, d'avoir ces apports. Donc oui, là, ça fait partie des basiques. Le magnésium, c'est tout le monde. Et après, selon les problématiques, on va ajuster du citrate, du bisglycinate, etc., pour être plus technique. Mais oui, magnésium, là, vraiment, c'est de la base. Hein. Magnésium, vitamine D, oméga 3 s'il n'y a pas de poisson, zinc éventuellement. Et après ça, c'est sur bilan. Et on peut... Ouais, c'est la base. Super. Oui, après, moi, je reste vraiment sur ces simples que tu as cités. Et ensuite, tout ce qui va être vitamine et tout, là, hormis la vitamine D, c'est jamais des compléments que je vais recommander. Après, j'ai vu pas mal de personnes parfois se complémenter avec toutes les vitamines, prendre de la vitamine A et tout. Il faut faire gaffe. La vitamine A, par exemple, Oula, oui. pour rappel, il y a des gens qui sont morts de ça. Bon, on peut se surdoser en vitamine A et faire n'importe quoi. Maintenant, sur la partie micronutrition, donc une approche globale qui permet à la personne de rééquilibrer tout ça. J'imagine que peut-être 3 mois plus tard, tu refais un bilan Tout à ou fait. comment ça se passe? Ouais, tout à fait. Ça dépend, en fait, parce que, par exemple, il y a certains types de cures. Je sais que c'est bon, ça va être réglé, donc pas besoin de redoser. Mais en général, oui, on fait un bilan de contrôle parce que il y a la pratique et il y a la théorie. Des fois, on se dit, allez, on supplémente en temps de zinc pendant X temps, ça aurait dû remonter de temps. Sauf que si la personne a un système digestif en vrac, ce qui arrive quand même dans un cas sur deux minimum, à l'assimilation, c'est pas du tout ce qu'on avait anticipé. Donc, des fois, il faut réajuster, remettre à différents moments, différentes formules, etc. Donc, ouais, c'est très bien de contrôler quand même. Super. Ouais, je vois que tu as une approche vraiment de contrôle global sans que ce soit compliqué pour la personne, mais vraiment une approche simple et que tu vas gérer toi derrière. J'ai vu passer un post d'Oussama Hamar à ton sujet. Tu as pu l'aider, l'accompagner ou c'était juste, il a lu tes posts, il aime bien ce que tu fais? Ah, moi, j'ai une vraie relation particulière avec Oussama. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un ami très cher et que j'ai rencontré finalement il y a pas si longtemps que ça. Et là, effectivement, je me suis vraiment penchée sur son dossier. On a fait des analyses, là, pour le coup, extrêmement complètes. Et donc là, on va commencer un protocole d'ici peu de temps. Donc oui, c'est un cas qui est pas simple du tout, voilà, au niveau hormonal, tout ça, mais tout aussi passionnant que sa personnalité, finalement. Super. Bah, en tant que coach, j'ai vu passer plusieurs fois des vidéos où il disait qu'il bloquait, qu'il n'arrivait pas. Et je me disais, mais putain, moi j'aimerais bien. Je sais que moi j'arriverai en creusant. Il y a forcément un endroit où il n'a pas été voir et qu'il le bloque. Donc écoute, je suis super content pour lui et que tu puisses l'aider et que tu aies pu trouver ça. On va pas Oui. partager du tout ce qui le concerne puisque c'est médical, mais en tout cas j'espère que dans 1 an ou 2 ans on verra un Oussama différent, mais peut-être qu'il fera moins de vues sur les réseaux. Bah, en tout à cas, voir. c'est tout ce que je lui souhaite. Là, l'avantage, c'est que maintenant, au moins, on a validé les hypothèses que j'avais. Effectivement, on a trouvé, il y avait pas mal de choses qui, effectivement, n'avaient jamais été mises à jour. Donc là, c'est bon, on a. Première étape. Deuxième étape, maintenant, ça va être réitérer et jusqu'à temps que ça marche. Super, et ben let's go pour ça. Maintenant, en utilisant ton expertise que tu fais et en imaginant que ça se répande de plus en plus, qu'est-ce que tu vois comme impact sur la société, sur la longévité? Déjà, c'est bien parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience en France qu'on ne peut pas juste se laisser porter, en fait, et attendre que la responsabilité vienne des autres. Il faut se responsabiliser sur sa santé. On ne peut pas juste se dire « Oh, bah, il y a encore une alerte sanitaire, ah, bah, la glace que je mangeais, elle est contaminée à je sais pas quoi. » Il faut un petit peu se responsabiliser, et on ne peut pas tout savoir, alors ça, c'est sûr. Mais voilà, il faut se renseigner. La santé, c'est hyper important, c'est comme le reste. Si on attend que ça vienne des politiques pour nous dire manger ci, manger ça, bah on remet sa vie dans les mains des autres. Donc moi, ce que j'observe, c'est quand même globalement une prise de conscience des gens sur il faut que je m'éduque et du coup être proactif dans les démarches de santé et plus uniquement attendre que ça vienne des autres. Donc je dirais qu'il y a un vrai changement de paradigme qui est en train de se faire. Il y a des gens qui prennent conscience. Personnellement, alors je le vois avec mes clients, on va dire plutôt dirigeants, Oui. mais sur les réseaux de manière globale, quand j'échange Ouais. un peu à gauche à droite, je le vois pas. On va dire que parmi l'élite française, oui, ça se voit, mais sur la moyenne de la population, Oui. très clairement, je vois pas du tout de changement. Ouais, je pense que j'ai un énorme Voire biais. ça s'empire, Oui. je dirais. Bah, ça se polarise. Comme tout, en fait, dans la vie, maintenant, il n'y a plus que des polarités extrêmes. Il n'y a plus trop de juste milieu.
Effectivement, j'ai un gros biais. Mais bon, moi, j'avais l'impression que... Mais bon, en tout cas, j'espère que ça va aller en ce sens. Je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui prennent la parole sur les réseaux. Donc ça, c'est bien. Donc j'espère qu'il va y avoir une vraie prise de conscience et qu'on va surtout développer les outils en longévité en France. Parce que quand on regarde, en France, il n'y a pas de clinique de longévité. Au UK, il y en a partout. Il y en a dans chaque ville, presque. Des grands centres où on peut faire prise de sang, sauna, VO2 max, Dexascan. C'est tout juste si on a un Dexa à Paris, quoi. Donc, Dexa, ça se trouve quand même, mais c'est pas très facile, quoi. à Lyon, Marseille, Lille, enfin dans les Ok. grosses villes, il y a. Ouais. Mais le truc, c'est que le Dexascan, c'est 150 € à 200 €, donc c'est un certain budget. Et après, les gens vont à la salle de sport, ils se disent ah bah j'ai ma balance à impédance-mètre. Pourquoi j'irais payer un Dexascan quoi? C'est voilà, mais ça donne pas les mêmes choses, ça Non. donne pas les mêmes paramètres. Ensuite, moi, un point qui m'a choqué aussi par rapport à ça, pour rebondir, c'est hier, j'échange avec une personne qui part vivre au Kenya. Ok. Et elle me dit qu'au Kenya, la santé n'a rien à voir avec la France, qu'on est beaucoup mieux pris en charge, qu'il y a justement, il y a des coachs partout, il y a des salles de sport dans chaque immeuble, les gens font vraiment attention, il y a beaucoup plus de nourriture, santé, tout ça, et il y a aussi des cliniques orientées longévité. Et donc même un pays où en France on a un regard assez méprisant sur l'Afrique, même ce type de pays-là est plus en avance que la France, qui est censée être un pays assez développé, assez avancé sur la santé. Mais c'est excellent ce que tu dis. Parce qu'en France, on a quand même un melon par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on nous rabâche que ouais, on a la meilleure santé du monde. Alors ça, je vous le dis, c'est plus du tout le cas. Ça fait belle lurette qu'on a dégringolé du classement, c'est un petit peu comme pour tout, hein. Voilà, donc vraiment non, on n'a plus du tout la meilleure santé du monde, très loin de là. Elle est prise en charge, certes, mais voilà. Et ça revient exactement à ce que je disais avec l'Ukraine. On méprise les pays comme ça, Afrique, pays de l'Est. L'Ukraine, c'est peut-être plus d'actualité. Je ne sais pas comment ils s'en sortent ce niveau santé Ah, aujourd'hui avec alors, la guerre. Alors, il y a l'histoire de la prise en charge, là, je sais pas. Mais en termes de technicité, par Oui. exemple, sur la prise en charge endocrino, ils sont excellents par rapport à nous. Et ça fait longtemps. Et les Russes, pareil. Alors, on peut dire ce qu'on veut des Russes. Alors là, je rentre pas dans la politique, ça n'a rien à voir. Mais ils ont une prise en charge santé. Alors, je vous parle pas prise en charge financière. Mais en termes de technicité, ils sont très bons. Et nous, on a cette espèce d'ego, là, de français, de dire, ah ouais, les occidentaux, meilleure médecine. Non, non, pas du tout, catastrophe. Faudrait vraiment se dire, enfin, on s'est fait complètement dépasser, quoi. Et rester sur nos acquis. On est avec nos vieilles instances qui bloquent tout, là. Grosse machine qui peut pas évoluer. Donc j'espère que tout ça, là, ce nouveau mouvement de fonctionnel, etc., va remettre un petit peu de pêche là-dedans. J'espère qu'on y participe aujourd'hui en partageant nos points de vue sur ça. Est-ce que tu aurais un livre à recommander à ceux qui nous écoutent qui peut regrouper un petit peu ces points-là, parler de micronutrition, de biologie, de manière assez simple? On ne parle pas d'un livre technique pour toi, mais plutôt d'un livre pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ah, alors, j'ai un livre technique parce qu'en final, des livres grand public qui vulgarisent ce genre de choses, il n'y en a pas vraiment. C'est soit des banalités. Bon, le livre technique, allons-y. Le livre technique que j'adore, c'est celui sur la micronutrition qui a été écrit en grande partie par le docteur Résimon. C'est un gros bouquin qui coûte 50 € et qui est vraiment excellemment bien fait quand on commence à vouloir un petit peu plus de précision. Je trouve que c'est quand même relativement bien vulgarisé. On en pense ce qu'on veut du docteur Résimon. Il y a du bon, il y a du mauvais. Voilà, c'est comme pour tout. Mais ce livre est excellent. Vraiment pour avoir des bases en fonctionnel. Super. Et est-ce qu'il y a une figure qui t'inspire aujourd'hui dans ce domaine-là? De la santé fonctionnelle, micronutrition, etc. Oui. Une, c'est difficile. Plusieurs, ceux qui t'inspirent. Alors, moi, je sais que c'est pareil, c'est polarisé, mais moi, j'aime beaucoup ce que fait Brian Johnson. Parce que... Je pensais à lui aussi. Parce qu'au final, on va me dire, oui, mais c'est pas reproductible, mais si, mais cela. Certes, mais le gars a quand même le courage de tout montrer, quoi. Alors, un petit peu d'obsessionnel là derrière, peut-être je me reconnais un petit peu, tu vois. Mais en tout cas, je trouve ça passionnant d'avoir accès à ce niveau de précision, avec ce niveau de vulgarisation. Le type fait un boulot énorme, ça a le mérite d'être respecté quand même. Donc pour ce côté-là, j'aime beaucoup. Puis il y a des médecins fonctionnels qui m'inspiraient beaucoup. Bon, il y avait Claude Dalle à l'époque, mais qui malheureusement nous a quittés, mais qui était un médecin absolument brillant et très très en avance sur son temps. Il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup suivre finalement, et qui me passionnent et qui m'inspirent au quotidien. Ce serait dur de tous les citer là.
Génial. Bah, écoute, oui, c'est vrai, Brian Johnson, moi j'adore et je pense qu'il devrait être beaucoup plus respecté parce que le gars sacrifie un petit peu, on va dire, sa vie Mm. pour devenir un laboratoire et pour nous montrer la réalité, enfin des expériences. Donc moi j'adore et je trouve que il devrait y avoir plus de retours positifs à son sujet, moins de critiques, mais bon, c'est la vie sur ça. C'est le jeu, on va dire, hein, comme Complètement. dès qu'on se montre et qu'on a une opinion qui, voilà, comme je te disais, qui sort un peu, bah, alors. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup Pauline pour toutes ces réponses, pour cet échange. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça t'a plu d'être ici. Vous pouvez retrouver Pauline sur LinkedIn principalement, où il y a d'autres... Non, c'est vrai, c'est surtout LinkedIn. LinkedIn, Pauline Jumeau, et puis j'ai mon Insta aussi, Pauline Jumeau, mais c'est essentiellement LinkedIn. Après Insta, c'est plutôt les stories, les coulisses, des trucs comme Très ça. bien. Bah, écoutez, allez suivre Pauline sur LinkedIn, donc Pauline Jumeau. Mettez 5 étoiles sur le podcast si vous nous écoutez et pensez à vous abonner, à mettre un commentaire si vous nous regardez actuellement sur YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. À très vite, force! Merci Pauline, c'est bon.